Dans ce monde, plusieurs espèces différentes parcourent la planète, chacune avec ses propres forces et capacités spéciales, et puis il y a des humains comme Let, qui sont pratiquement inutiles. Un jour, Let quitte son domicile dans l'espoir de devenir aventurier et se rend dans la grande ville pour s'inscrire. À son arrivée, il rencontre l'une des réceptionnistes qui l'aide à s'inscrire. Comme c'est la première fois qu'il s'inscrit à la guilde, elle lui dit qu'il commencera au rang F et, pour s'en assurer, elle confirme que Let sera complètement inutile. Elle lui demande s'il a au moins un don qu'il peut utiliser, et Let lui répond avec enthousiasme que son talent est le jeu de hasard gacha. La réceptionniste reste figée un instant, pensant avoir mal entendu, mais c'est bien ce qu'il vient de dire. Let a la capacité d'invoquer une roue gacha, et en appuyant dessus, il obtient à chaque fois un objet aléatoire. Il veut lui faire une démonstration, alors il appuie sur le bouton et l'objet qu'il reçoit est une fourchette tordue. Bon, écoutons-le, c'était probablement juste un coup de chance, alors il réessaie, mais cette fois-ci, il n'obtient que de la nourriture. Et ce n'est même pas de la bonne. La réceptionniste soupire et dit poliment à Let qu'il ne sortira jamais du rang F avec un tel pouvoir. Let lui demande s'il y a un travail qu'il peut accepter en tant que membre du rang F, et elle le dirige vers le tableau d'affichage où tous les emplois disponibles sont affichés. Mais en plus d'être inutile, il n'est jamais allé à l'école, donc il ne sait pas lire. La réceptionniste comprend sa situation, alors elle sort une liste et dit à Let que les meilleures options pour lui pour le moment sont les travaux de ramassage de bois, de transport de terre ou d'aménagement paysager, mais que le salaire est à peine supérieur au salaire minimum, donc il ne gagnera pas beaucoup. Let répond qu'il sera heureux de le faire. Plus tard dans la journée, il se met donc à faire autant de travail manuel que son petit corps peut supporter, et à la tombée de la nuit, il a à peine gagné assez d'argent pour couvrir ses frais d'hébergement. Cependant, alors qu'il marche dans la rue, un groupe d'hommes bêtes passe par là et repère immédiatement Let comme une proie facile. Il le bouscule donc intentionnellement et lui vole son argent. Let les supplie de le lui rendre, car sans cet argent, il va devoir passer la nuit dans la rue, mais les hommes bêtes s'en moquent, et franchement, tout le monde s'en moque aussi, car les humains normaux sont au bas de la hiérarchie des espèces, et personne n'est prêt à prendre sa défense. Let s'assoit dans la boue tandis que tous les passants le traitent de bon à rien sans raison, jusqu'à ce que quelqu'un s'arrête pour lui venir en aide. Let prend la main de la femme, pensant qu'elle est une humaine comme lui, mais lorsqu'il se rend compte qu'il s'agit d'une elfe, il recule de peur, pensant qu'il va encore être victime d'abus. L'elfe lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter et, pour le prouver, elle s'agenouille dans la boue pour le serrer dans ses bras. Let a du mal à croire qu'une elfe puisse traiter un humain comme lui avec autant de gentillesse, mais elle ne semble pas mentir, alors il décide de se laisser faire. Elle le présente aux autres membres de son groupe et lui explique qu'ils forment la Concorde des tribus, un groupe qui rassemble des membres des 9 races du monde entier dans le but d'éradiquer la discrimination entre les races. Le chef est un homme bête nommé Gourou, et l'elfe s'appelle Sacha. Il compte déjà des membres issus de la plupart des différentes races, il ne leur manque plus qu'un humain pour devenir leur 9e membre, et c'est pourquoi ils veulent demander à l'aide de rejoindre leur groupe. Tout cela semble bien sur le papier, mais parmi toutes les personnes qu'ils auraient pu choisir, ils ont vraiment dû choisir un garçon de 12 ans sans défense et sans pouvoir pour rejoindre leur groupe spécial. Au moins, cette fois-ci, il n'y a pas d'huile pour bébé. À partir de ce moment-là, chaque fois que Concorde part en mission, Let les accompagne en tant que porteur de bagages, mais il est toujours aussi inutile qu'avant, car, moins de 10 minutes après le début de la mission, il est presque tué d'un seul coup par un monstre serpent géant. Heureusement, Drago et Sacha parviennent à le sauver avant qu'il ne lui arrive malheur, mais Sacha lui dit qu'il doit vraiment se ressaisir, car c'est l'un des donjons les plus dangereux au monde et que tout ce qui s'y trouve peut littéralement le tuer. Il doit donc veiller à rester près de l'équipe. Let s'excuse pour son erreur, mais Sacha ne veut pas qu'il se sente trop mal, alors elle lui demande simplement de s'approcher pour qu'elle puisse vérifier s'il est blessé ou non. Pendant qu'elle s'occupe de Let, les autres s'approchent et se moquent de Sacha qui ne rate jamais une occasion de dorloter Let. Ils ont terminé ici, alors le groupe continue à s'enfoncer dans le donjon avec Let au centre afin qu'il ne lui arrive rien de mal, mais lorsqu'ils arrivent à une partie étroite du chemin, Gourou dit que ce serait un bon endroit pour s'arrêter. Let suppose qu'il veut dire qu'il souhaite faire une pause, alors il pose son sac et commence à préparer du thé pour tout le monde, mais Drago lui dit que ce n'est pas nécessaire, car ils sont en fait là pour l'exclure du groupe. Let n'en croit pas ses oreilles, il leur demande s'il s'agit d'une blague, mais littéralement tous les membres du groupe, y compris Sacha qui était si gentil avec lui il y a une minute, changent soudainement d'attitude et traitent Let d'humain laid, stupide et bon à rien. Let ne comprend pas ce qui se passe, alors il lui explique tous qu'ils ont fait semblant de l'aimer pendant tout ce temps, et que toute cette histoire de vouloir se débarrasser de la discrimination, c'était un mensonge éhonté. En fait, ce sont parmi les personnes les plus racistes que vous puissiez rencontrer, et il meurt d'envie de se débarrasser de Let depuis le jour où il les a rejoints. Si tel est le cas, Let demande alors pourquoi ils ont pris la peine de lui demander de les rejoindre, et Gourou lui répond qu'il ne s'intéressait à lui qu'à cause de son talent. Let ne comprend pas ce qu'il veut dire, car son talent de gacha est aussi inutile que possible, mais même si c'est vrai,
il est similaire à celui du maestro, et les supérieurs du Concorde voulaient voir si le talent de Let allait évoluer vers quelque chose d'utile, alors on leur a demandé d'être gentils avec lui jusqu'à ce moment-là, même s'ils n'en avaient pas envie. Cependant, ses supérieurs ont récemment décidé que Let était une cause perdue, et le groupe n'a donc plus aucune raison de faire semblant de s'intéresser à lui. Let n'arrive pas à comprendre tout ce qu'ils viennent de dire, et le groupe se rend compte qu'il a peut-être laissé échapper trop d'informations, mais cela n'aura bientôt plus d'importance, car Let ne sortira pas vivant de ce donjon. Ses yeux s'écarquillent dès qu'il les entend dire cela, et une seconde plus tard, Guru utilise ses griffes pour lui lacérer le visage, lui faisant clairement comprendre qu'ils ont vraiment l'intention de le tuer. Il se met à courir pour leur échapper, mais ils se contentent de rire et lui disent que même s'il parvenait à s'échapper, il finirait par mourir aux mains d'un monstre au hasard dans le donjon. Cela dit, ils pensent qu'il sera beaucoup plus amusant de le tuer de leurs propres mains, alors Sacha prend son arc et lui tire dans la cuisse pour l'empêcher de s'échapper. Ils apprécient tous les cris de terreur de Let, et Guru commence à le frapper pour le faire crier davantage, mais les autres lui disent d'arrêter car leur histoire de couverture est que Let a été tué par une attaque surprise de monstres, ils ne peuvent donc pas lui infliger de blessures suspectes. Let essaie désespérément de ramper pour s'enfuir, car il ne veut pas mourir ici, mais avec sa jambe blessée, Guru lui dit qu'il n'a aucune chance de s'échapper. Malgré tout, il continue d'essayer de s'enfuir et, par chance, il parvient à déclencher un piège de téléportation. Le piège l'envoie directement à l'un des étages les plus profonds, où Let est désormais à l'abri des membres de Concorde, mais cela ne signifie pas pour autant qu'il va survivre. Il est bien conscient de sa faiblesse et sait qu'il est fichu dès qu'un seul monstre apparaîtra. Il essaie d'accepter le fait que c'est la fin, mais il ne comprend pas pourquoi tout cela lui arrive. Au cours des 4 dernières années, tous les membres de Concorde l'ont traité avec respect et gentillesse, mais tout cela s'est avéré être un mensonge. Ils l'utilisaient simplement parce qu'ils pensaient qu'il était un maestro, et lorsqu'ils ont découvert qu'il ne l'était pas, ils ont essayé de le tuer en lui riant au nez. Il refuse catégoriquement de les laisser s'en tirer comme ça. Peu importe la difficulté, il jure qu'il sortira d'ici vivant et qu'il les tuera tous, même si c'est la dernière chose qu'il fera. Cependant, à ce moment précis, Let entend quelque chose s'approcher derrière lui et, à sa grande horreur, il découvre une chimère de niveau 1000 qui le fixe du regard. Même les aventuriers les plus forts n'ont que quelques centaines de niveaux, et il n'a jamais vu un monstre comme celui-ci auparavant, ce qui signifie qu'il a dû être téléporté dans l'une des parties les plus profondes de l'abîme. Alors que le monstre s'approche de lui, il se pisse presque dessus de peur, car il sait qu'il n'a aucune chance de vaincre cette créature. Tout ce qu'il a pour l'instant, c'est son pouvoir gacha, qui n'a jamais vraiment fait ses preuves en matière d'utilité. Il n'a pas d'autre choix, alors il commence à appuyer frénétiquement sur le bouton, espérant que cela le sauvera, et miraculeusement, alors que le monstre se jette sur lui, sa roue gacha se transforme et une fille magnifiquement faite apparaît, détruisant le monstre en un instant. Let s'envoie après ce qu'il vient de voir, alors il reste assis là tandis que la fille s'approche de lui. Elle s'agenouille devant Let et pose sa main sur sa joue pour soigner sa blessure, car elle ne pouvait supporter la vue de telles cicatrices sur son beau corps. Let est stupéfait, car toute la douleur a disparu. La servante l'appelle, maître, et lui demande son nom. Il lui répond qu'il s'appelle Let, et sur le champ, elle jure de le servir avec une loyauté éternelle pour le reste de sa vie. Elle s'appelle Mei, elle est connue sous le nom de servante Everseeking et son niveau est supérieur à 9000. Elle dit qu'elle est une servante ultra rare issue de la compétence gacha de Let, et que son existence même est liée à lui. Mais Let a du mal à comprendre tout cela, car il a toujours pensé que sa compétence gacha était complètement inutile, et qu'il était donc impossible qu'une personne aussi extraordinaire que Mei puisse en sortir. Mei lui demande la permission d'évaluer sa capacité afin de pouvoir déterminer sa véritable nature. Let est surpris d'apprendre que Mei possède une capacité d'évaluation, mais elle lui précise qu'il ne s'agit que d'une de ses nombreuses compétences. Let lui dit qu'elle est libre de l'évaluer, alors elle commence le scan et est vraiment impressionnée par ce qu'elle voit. La compétence gacha de Let comporte des dizaines de couches de protection, de sorte que seules les personnes du niveau de Mei sont capables d'en voir les véritables capacités. D'après ce qu'elle peut en juger, elle peut être utilisée un nombre illimité de fois. Les récompenses qu'elle génère dépendent de la densité de mana environnante et vont des rangs extra et super ultra rares à normal et erreur. Let ne comprend pas vraiment ce dont Mei parle, alors elle lui explique qu'il y a toujours du mana présent dans l'atmosphère, mais que la densité de mana à la surface est assez faible, ce qui réduit à presque zéro les chances de débloquer une récompense utile comme Mei. Cependant, dans les profondeurs d'un donjon comme celui-ci, la densité de mana est incroyablement élevée, donc la probabilité de réussite d'une invocation augmente de manière exponentielle. Mei suppose que Let a dû s'aventurer intentionnellement dans les profondeurs du donjon pour révéler le véritable potentiel de son don, mais cela est loin d'être la vérité. Il est venu ici avec des personnes en qui il pensait pouvoir avoir confiance, mais elles ont toutes fini par le trahir. Elles lui ont lacéré le visage, lui ont tiré dans la jambe et se sont moquées de lui pendant tout ce temps. Tout ce que Let voulait, c'était offrir une vie meilleure à sa famille,
mais ils ont essayé de le tuer simplement parce qu'il est humain. Il se met à crier qu'il ne leur pardonnera jamais tant qu'il vivra, mais Mei prend Lett dans ses bras pour le réconforter, car elle déteste le voir si triste. Elle sait qu'elle ne pourra jamais comprendre la souffrance que Lett a dû ressentir, mais elle sait comment le réconforter. Elle assure à Lett que dès qu'il en donnera l'ordre, elle fera aligner les têtes de ces traîtres sur le sol dans l'heure qui suit, mais il se lève et lui dit qu'elle ne peut pas faire ça. Mei lui dit que des scélérats comme eux ne méritent aucune pitié, mais il ne lui a pas demandé d'attendre parce qu'il pense que les tuer serait une erreur, c'est plutôt parce qu'il veut être celui qui se vengera de ses propres mains. Il est tombé dans leur piège et a failli mourir de leurs mains parce qu'il était trop faible pour se défendre, alors il veut devenir assez fort pour s'assurer que rien de tel ne lui arrive à nouveau. Il sait que cela semble farfelu pour un faible comme lui de dire qu'il veut devenir fort, mais Mei ne pense pas que ce soit impossible. Elle jure que s'il veut devenir assez fort pour se venger lui-même, elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour que cela arrive. Nous faisons un bond en avant de 3 ans, et au milieu du donjon abyssal, Lett a utilisé son pouvoir gacha pour bâtir une nation entière et invoquer une armée de serviteurs puissants qu'il adore tellement qu'ils sont prêts à payer cher pour avoir une tasse de l'eau de son bain. Alors que lui et Mei marchent dans les couloirs, elle est vraiment agacée par toutes les fées servantes qui essaient constamment d'attirer l'attention de Lett, mais celui-ci ne voit pas cela comme un problème, car c'est juste un signe de leur dévouement à son égard. Ils se rendent en ville pour saluer le peuple de Lett, et tout le monde ici l'aime et le respecte sincèrement en tant que chef. Quelqu'un mentionne même que les réserves mensuelles de sucreries sont presque épuisées, et Lett promet de se renseigner pour en obtenir davantage. Il pense qu'il s'agit peut-être d'un problème d'approvisionnement, car la ville compte beaucoup plus d'habitants qu'il y a 3 ans, et il devra donc s'adapter pour répondre à la demande accrue. En attendant, Lett demande à Mei si elle sait ce que font les autres serviteurs d'élite qu'il a invoqués. Elle lui répond qu'Aoyuki est occupé à cartographier la zone autour de l'abîme et Kelly est occupé à rechercher de nouveaux sorts pour aider Lett à atteindre ses objectifs. Il est reconnaissant que tout le monde fasse autant pour l'aider, mais Mei n'a rien mentionné à propos de Nazuna, alors il se demande ce qu'elle fait ces derniers temps. Mei explique que Nazuna se contente pour l'instant de patrouiller à l'intérieur du château, mais ce n'est pas parce qu'ils ont besoin de sécurité supplémentaire à l'intérieur, c'est parce qu'elle est trop bête pour aider à quoi que ce soit qui n'implique pas de combat. Pendant ce temps, à l'intérieur du château, nous voyons Nazuna se promener joyeusement dans les couloirs sans se soucier de rien, mais tant qu'elle ne cause pas de problème, il la laisse généralement faire ce qu'elle veut. Quant à Lett, c'est l'heure de sa séance d'entraînement quotidienne, il va donc retrouver l'un de ses serviteurs d'élite, Jacques. Même s'il dispose de tous ses puissants subordonnés pour le protéger, il veut quand même être assez fort pour se débrouiller seul, alors il sort souvent s'entraîner avec Jacques, et après 3 ans de cette routine, il est capable de lui tenir tête. De retour au château, Nazuna continue d'errer sans but jusqu'à ce qu'elle tombe par hasard sur quelques servantes chargées du ménage aujourd'hui. Elle leur dit qu'elle est en mission de patrouille très importante, et les servantes lui répondent toutes qu'elle fait du très bon travail, mais elles essaient en réalité de la flatter pour qu'elle leur rende service, et cela fonctionne. Maintenant qu'elle est de bonne humeur, elles lui disent qu'il y a un endroit spécial qu'elles aimeraient qu'elle patrouille pour elle, et Nazuna accepte sans hésiter d'écouter leur demande. Quelques minutes plus tard, Nazuna frappe à la porte de la chambre de Lett, mais à sa grande surprise, c'est Mei qui lui ouvre. Elle demande à Nazuna ce qu'elle fait là, et Nazuna répond fièrement qu'elle est en patrouille, ce qui est techniquement vrai, mais maintenant qu'elle y pense, elle se demande ce que Mei fait dans la chambre de Lett, alors qu'il est censé s'entraîner avec Jacques en ce moment. Mei essaie de trouver une excuse et dit qu'elle était juste en train de nettoyer la chambre de Lett pendant son absence, mais pendant qu'elle parle, Nazuna parvient à se faufiler à l'intérieur, et il est évident que Mei n'était pas vraiment en train de nettoyer. En fait, si Nazuna devait deviner, elle dirait que Mei était en train de se rouler sur le lit de Lett et de renifler son oreiller jusqu'à il y a quelques instants. Mei panique et dit que cela faisait simplement partie de sa technique spéciale pour faire le lit, et Nazuna ne remet pas en question une seule seconde à quel point cela semble stupide, alors elle commence à féliciter Mei pour son excellent travail. En parlant de travail, elle se souvient enfin que les fées domestiques lui ont demandé de transmettre un message à Mei, qui dit en substance qu'elles en ont assez qu'elle monopolise la chambre de Lett tout le temps, car elles veulent aussi renifler, je veux dire, nettoyer ses affaires. Nazuna ne comprend pas vraiment pourquoi elles en font toute une histoire, mais Mei comprend parfaitement le message, alors elle donne une petite récompense à Nazuna pour la remercier de sa peine et la renvoie. Maintenant qu'elle a transmis le message, elle se rend à la pâtisserie pour s'acheter une friandise avec l'argent que Mei lui a donné, puis elle tombe par hasard sur Aoyuki sur l'une des terrasses. Nazuna est surprise de la voir ici, car elle pensait qu'Aoyuki était en mission de surveillance, mais celle-ci se contente de miauler, et Nazuna n'a aucune idée de ce qu'elle veut dire. Lett est généralement capable de déchiffrer la signification de ces miaulements, mais Nazuna suppose qu'Aoyuki veut qu'elle détruise toute la forêt sans raison. Nazuna le ferait certainement si personne ne la corrigeait, alors Aoyuki est obligé de sortir de son personnage et de parler normalement pour dire à Nazuna qu'elle est juste venue lui remettre une partie de la carte qu'elle a terminée. Nazuna rit et dit à Aoyuki qu'elle aurait dû le dire dès le début,
Alors elle prend la carte et part continuer sa patrouille. Sa prochaine étape est la salle du trône, et après s'être assurée qu'il n'y a personne aux alentours, elle commence à serrer le trône de Lett dans ses bras, car elle ne l'a pas vu de toute la journée. Mais alors qu'elle est en train de le faire, elle entend soudain un grand craquement et réalise avec horreur qu'elle vient de casser l'aile d'un des éléments du trône. Elle va avoir de gros ennuis si quelqu'un s'en aperçoit, alors elle le répare frénétiquement juste assez pour qu'il se casse dès que quelqu'un d'autre le touchera, puis elle s'enfuit en courant. Dehors, Lett et Jack ont enfin terminé leur séance d'entraînement, ils décident donc d'arrêter pour aujourd'hui et se rendent au bain pour se détendre. Jack dit à Lett qu'il devient vraiment doué pour contrôler son corps et qu'il n'y a plus beaucoup de gens ici qui sont assez forts pour le suivre. Il en va probablement de même pour les gens à la surface, mais il rappelle à Lett qu'il ne doit pas se laisser aller à l'arrogance, car ils ne savent pas ce qui les attend à la surface. Lett répond qu'il comprend qu'il doit être prêt et promet de ne pas laisser son pouvoir lui monter à la tête afin de ne commettre aucune erreur le moment venu de se venger. Pendant ce temps, Mei a convoqué dans son bureau les 4 fées qui ont remis ce message à Nazuna, et elle ne semble pas contente. Elle leur demande si elles savent pourquoi elle les a convoquées ici aujourd'hui, et elles essaient de feindre l'ignorance, mais Mei leur lit leur lettre mot pour mot, et Nazuna lui a déjà dit que c'était elle qui avait écrit la lettre, elles ne peuvent donc pas se sortir de ce pétrin. Elles reculent toutes et commencent à s'excuser pour ce qu'elles ont écrit, mais elles essaient de minimiser leurs actes en disant qu'elles l'ont fait uniquement par souci pour Mei. Elles disent qu'elles savent qu'elle a été très occupée ces derniers temps, alors elles ont voulu alléger sa charge de travail en prenant en charge le nettoyage de la chambre de Lett à sa place, et peut-être en reniflant 1 ou 2 oreillers pendant qu'elles y étaient, mais là n'est pas la question. Mei est également déçue par le fait qu'elles aient demandé à Nazuna de faire le sale boulot à leur place, car elle aurait peut-être accepté si elles avaient eu le courage de lui transmettre leur message en personne. Elle leur dit que leur demande a été rejetée et que, jusqu'à nouvel ordre, elles seront chargées de nettoyer tout le couloir qui mène à la salle du trône, sans pouvoir utiliser de magie pour accélérer le processus. Les servantes n'arrivent pas à croire que Mei leur ait confié une tâche aussi impossible, car il faudrait une éternité pour nettoyer à la main cet immense couloir, mais Mei ne pense pas que ce soit si difficile. Au contraire, elle dit qu'elle leur rend service, car des personnages de niveau 500 comme elle doivent travailler dur si elles veulent atteindre son niveau. De plus, Mei les informe qu'elle va bientôt se rendre à la surface pour une mission pour Lett, et que les 4 devront donc prendre le relais pendant son absence. Plus tard, les 4 servantes se réunissent dans leur chambre et sont très contrariées par le fait que Mei les punisse pour avoir simplement émis une plainte. Elles trouvent injuste qu'elle soit la seule à pouvoir profiter du parfum de Lett, mais Mei est la plus forte d'entre elles ne peuvent donc pas lui tenir tête. Prime suggère qu'elle pourrait essayer de l'empoisonner, mais Ifumi a déjà vérifié et Mei est immunisée contre toutes les formes de poison, donc cela ne marcherait pas. Elles se résignent toutes à la défaite et se mettent à gémir en disant à quel point elles veulent nettoyer la chambre de Lett et renifler son lit. Ifumi va encore plus loin et dit qu'elle veut utiliser une des fourchettes usagées de Lett, mais comme cela semble bizarre quand elle le dit à voix haute, les autres la traitent de dégénérée et lui disent qu'elle va trop loin. Ifumi se défend en disant que tout le monde ici ferait probablement la même chose s'il en avait l'occasion, et qu'ils ne peuvent pas le nier, donc qu'ils sont en réalité tout aussi mauvais qu'elle. Maintenant qu'ils y réfléchissent, Mei n'est pas beaucoup mieux que puisqu'elle était dans le lit de Lett plus tôt dans la journée, et le fait qu'elle ait été la première que Lett ait invoquée signifie que pendant qui sait combien de temps, elle et Lett étaient seuls dans le donjon, et à ce moment-là, le niveau de Lett était si bas qu'il n'aurait pas pu se défendre contre les monstres, alors il s'est probablement accroché à Mei pendant tout ce temps. Ils deviennent tous fous de jalousie à l'idée que Mei ait pu faire des choses indécentes avec Lett à un moment donné, et Ifumi a la brillante idée de transformer leur énergie jalouse en malédiction. Ils s'assoient donc tous à table et commencent à scander sans cesse pour que Mei meure. Malheureusement pour eux, Mei se tenait devant leur porte pendant tout ce temps et elle a pu entendre chaque mot qu'ils venaient de dire à son sujet, alors elle leur demande s'ils ont quelque chose à dire pour leur défense. Les 4 se recroquevillent derrière la table et commencent à dire à Mei qu'ils ne lui souhaiteraient jamais rien de mal, mais Mei les a clairement entendus prier pour sa mort, alors elle leur demande ce que cela signifiait. Le groupe finit par admettre qu'elles étaient simplement jalouses parce que Mei avait été invoquée en premier et avait ainsi pu passer beaucoup de temps seule avec Lett, mais Mei leur dit qu'il ne s'est rien passé d'indécent entre elle et Lett. Il a fallu environ 3 mois à Lett pour invoquer Aoyuki, et pendant ce temps, Mei était occupée à lui enseigner les arts martiaux et l'histoire du monde, donc aucune débauche n'a eu lieu. Les filles sont soulagées d'entendre cela, mais Mei poursuit en leur disant qu'elle était venue ici à l'origine pour s'excuser de leur avoir infligé une punition si sévère, mais qu'après ce qu'elles viennent de faire, elle pense qu'elle devra peut-être être encore plus sévère qu'auparavant. Elle leur dit qu'elles devront désormais nettoyer toute la salle du trône en plus du couloir. Les 3 filles s'agenouillent aux pieds de Mei et la supplient de reconsidérer sa décision, car elles ne pourront jamais nettoyer la gigantesque salle du trône toutes seules, mais Mei leur répond qu'elle n'aurait pas dû y penser avant de décider de prier pour sa chute. Ils sont contraints de se mettre immédiatement au travail et, à ce rythme, ils devront peut-être travailler toute la nuit pour tout finir, mais alors que Ifumi dépoussière le trône, l'aile du luminaire cassé tombe et ils se taisent tous en réalisant à quel point ils sont dans le pétrin.
Pendant ce temps, Nazuna est allongée dans son lit, sans se soucier de rien. Le lendemain matin, Light sort et rencontre Aoyuki, Nazuna et Ellie devant le portail d'entrée. Nazuna est particulièrement excitée de voir Light, car elle n'a pas pu lui parler du tout hier. Light veut aller droit au but, mais à ce moment-là, un chien de chasse apparaît de nulle part, et même si Light est assez fort pour ne pas être menacé, il se met à trembler de peur en se souvenant du jour où il a failli mourir à cause d'un de ses chiens. Les autres sont furieux qu'un simple chien ose effrayer leur seigneur, alors ils commencent à discuter de plans pour exterminer son espèce. Le chien n'a encore rien fait, mais il comprend qu'un seul faux pas signifierait sa fin, alors il se couche sur le sol et commence à gémir pour sauver sa vie. Light dit aux autres qu'il n'y a pas lieu de s'énerver autant, car il va bien, et il va même caresser le chien pour leur montrer qu'il ne le dérange pas. Il s'excuse auprès du chien de l'avoir effrayé, et s'il n'était pas intervenu, ils auraient en fait exterminé toute son espèce sans hésitation. Il demande à Light s'il y a une raison pour laquelle il leur a donné rendez-vous ici, et il répond que Mei lui a dit que tout était prêt pour la mission, et qu'ils peuvent enfin partir pour assouvir sa vengeance. Pendant ce temps, ailleurs dans le monde, Garou traverse une ville d'hommes-bêtes, et en tant que héros des bêtes, tout le monde ici le flatte. En fait, un type à l'arrière propose même de prostituer sa propre sœur, mais Garou n'est pas intéressé pour le moment. C'est alors qu'il aperçoit un pauvre humain fouillant les poubelles pour trouver quelque chose à manger, et ce gamin était loin de Garou, mais il décide de faire un détour juste pour pouvoir renverser l'enfant au sol et cracher sur son visage pour s'amuser. Ensuite, Garou et son équipe de larbins se dirigent vers une pièce privée afin de commencer à le lécher, figurativement, bien sûr. Ils lui disent qu'ils trouvent incroyable qu'il soit passé d'un pauvre enfant des taudis de bêtes à favori pour devenir le prochain chef. Même le chef actuel du village a reconnu sa puissance, alors il lui demande comment il a réussi à aller aussi loin. Garou se vante en disant qu'il utilise simplement son instinct pour choisir les meilleures missions pour lui-même, comme celle qu'il a prise il y a 3 ans. Il a été bien payé pour faire partie d'un groupe prétendument œuvrant pour l'unification des races, et tout ce qu'il avait à faire était de finir un humain soupçonné d'être un maître. Il n'a jamais vraiment confirmé si Light était mort ou non, mais vu sa faiblesse, il n'avait aucune chance de survivre tout seul là-bas, donc il pense qu'il est préférable d'oublier ce morveux. Cependant, un moment plus tard, Mei entre dans la pièce et s'enquiert de Light. Les larbins de Garou crient qu'elle n'a pas le droit de lui parler ainsi, mais Garou dit que ce n'est pas grave car il aimerait savoir de quoi elle veut lui parler. Mei explique qu'elle est une servante au service de leur Light, et elle invente une histoire, affirmant que Light est de sang noble et qu'elle l'a cherché partout sur le continent. Garou est sceptique puisque les personnes qui l'ont engagé pour cette mission ont fait une vérification approfondie des antécédents de Light, et Light lui-même n'a jamais rien mentionné concernant une quelconque noblesse. Mais Mei ressemble définitivement à une servante de riche noble, donc il voit là une bonne opportunité de se faire de l'argent. Il lui demande ce qu'elle lui veut, alors Mei dit qu'elle a récemment découvert que Light serait apparemment mort dans le donjon il y a 3 ans, et elle aimerait que Garou la conduise à son dernier emplacement connu pour qu'elle puisse lui rendre hommage. Elle propose même de le payer en or massif pour sa peine, mais les sens de Garou l'avertissent que toute cette histoire est un piège. Cela lui semble bien trop louche qu'elle soit prête à payer autant juste pour qu'il la guide dans le donjon. Cependant, puisque Mei a l'air d'une femme humaine ordinaire, Garou chasse ses inquiétudes car il est impossible qu'un humain puisse le battre. Il accepte de la conduire au dernier emplacement connu de Light, mais il dit qu'il ne fait pas ça pour l'argent, il fait ça parce que Light était un bon ami à lui, et il veut aider de toutes les manières possibles. Mei sait que tout ce qu'il vient de dire est complètement bidon, mais elle doit rester dans son rôle, alors elle le remercie. Un mois plus tard, le groupe approche de l'endroit où Light a disparu. Cependant, Garou n'a pas l'intention de respecter les termes de l'accord, donc dès qu'ils arriveront sur place, il prévoit d'attaquer Mei et de la laisser mourir de la même manière que Light. Une fois arrivé à l'endroit, Mei tombe à genoux, désespérée à l'idée de l'impuissance que Light a dû ressentir à ce moment-là. Pendant ce temps, Garou tente de monter une histoire comme quoi Light s'est fait attaquer par un monstre et est tombé dans un piège de téléportation avant que quiconque puisse le sauver. Mais pendant qu'il parle, plusieurs de ses hommes commencent à bloquer la sortie pour que Mei ne puisse pas s'échapper une fois qu'ils attaqueront. Ils sont sur le point de lui sauter dessus, mais Mei dit soudain que si seulement elle avait été avec Light depuis le début, il n'aurait pas été trompé et trahi par de si viles raclures. Dès qu'il l'entend dire cela, Garou panique et recule car personne à part les autres membres du groupe et les supérieurs ne sait ce qui s'est vraiment passé ici. Il exige de savoir comment elle a découvert cela et l'accuse d'être un espion d'une des autres races. Mais Mei se sent insultée par cette déclaration, elle est et sera toujours une servante dédiée à servir leur Light de tout son être, et que Garou suggère qu'elle est autre chose est un crime punissable de mort. Garou sent une pression terrifiante émaner de Mei, et même si elle n'est qu'une humaine, son instinct lui dit de fuir cet endroit immédiatement. Cependant, alors que Mei était sur le point de perdre son calme et de tapisser le mur de sang d'homme-bête, Light apparaît et lui dit d'arrêter parce que Garou est sa proie à lui. Garou et ses hommes sont stupéfaits, aucun d'eux n'avait entendu Light approcher. Garou n'en croyait pas ses yeux, il n'avait même pas envisagé la possibilité que Light ait pu survivre.
Light dit négligemment qu'il est de retour pour se venger, mais Garou commence à rire car il trouve hilarant qu'un humain de niveau 15 comme Light pense être assez fort pour se venger de quelqu'un comme lui qui est niveau 150. Garou ne sait pas comment Light a réussi à aller aussi loin, mais il est sûr que s'il tue Light et rapporte sa tête maintenant, il sera promu chef en un rien de temps. Light soupire et lui demande s'il ne va vraiment pas lui demander comment il a réussi à survivre avant de recourir à la violence, mais Garou suppose simplement que Light a eu de la chance et a été sauvé par Mei après avoir été téléporté, ce qui est en fait exactement ce qui s'est passé. Garou ordonne à ses hommes d'attaquer Light, alors deux se précipitent immédiatement pour frapper. Mais avant qu'ils ne puissent s'approcher trop, leurs têtes sont soudainement séparées de leur corps par Mei. Les hommes restants de Garou ne peuvent même pas suivre les mouvements de Mei, alors ils commencent à paniquer, mais Garou leur dit de se calmer car il est sûr que ce n'était qu'un coup de chance. Pendant ce temps, Light remercie Mei d'avoir pris l'initiative de le protéger, mais il dit qu'il peut se débrouiller tout seul à partir de maintenant, donc il veut juste qu'elle garde la sortie et s'assure que personne ne parte. Garou dit à ses hommes qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter car ils ne peuvent pas perdre face à une paire d'humains inférieurs, mais Light commence à en avoir marre d'entendre Garou continuer à dire à quel point il est meilleur que les humains alors qu'en réalité, c'est lui le faible ici. Garou n'y croit pas une seule seconde car il est bien connu que tous les humains sont faibles et ont peu de mana comparé aux autres races, donc il ne pourrait jamais être plus fort que lui. Si c'est ce qu'il croit vraiment, alors Light lui demande pourquoi deux de ses hommes ont la tête qui roule par terre s'ils sont tous plus forts que lui, mais Garou rejette cela en disant que c'est une erreur d'inattention. Lui et ses sbires sautent alors sur Light, qui ferme calmement les yeux et leur donne une leçon tout en levant à peine un doigt. Garou tombe au sol, les yeux exorbités, car il vient de recevoir un coup plus dur que jamais auparavant, et il n'a même pas pu le voir venir. Light se tient au-dessus de lui et lui demande si c'est vraiment le meilleur que lui et sa soi-disant race supérieure puissent accomplir, mais Garou ne supporte pas que Light le regarde de haut, alors il décide d'utiliser son atout maître et fracasse un collier au sol, invoquant un fan rire de niveau 500 pour s'occuper de Light à sa place. Il crie fièrement que c'est la fin du chemin pour Light, mais Light lui dit que le niveau 500 est encore bien trop faible pour être un défi pour lui. Garou pense que Light a dû devenir fou de peur, il est impossible qu'il puisse vaincre un fan rire tout seul. Il lui dit de s'agenouiller et de supplier s'il veut une mort sans douleur. Light voit que la différence de puissance n'a pas encore été comprise, alors il pose son bâton et dit à Garou qu'il ne bougera pas de cet endroit, donc il est libre de le frapper avec sa meilleure attaque. Garou est toujours convaincu que Light doit bluffer, alors il charge le souffle de la bête hurlante de son fan rire et frappe Light avec assez d'énergie pour vaporiser une petite forteresse. Cependant, quand la poussière retombe, Light est toujours debout, indemne et immobile. Il trouve un peu gênant que Garou se soit vanté à propos d'une attaque qui n'a presque rien fait. Il trouve aussi bizarre que Garou continue d'appeler son invocation un fan rire alors qu'il est à peine assez fort pour être classé comme un bébé fan rire. Il sort alors une carte d'invocation et dit qu'il va montrer à Garou à quoi ressemble un vrai fan rire, juste avant d'invoquer un dieu loup. C'est un fan rire de niveau 9000 qui dépasse tout ce que Garou a jamais vu de sa vie, et après que Light lui ait ordonné de s'occuper de l'invocation de Garou, il souffle littéralement un peu d'air en direction du loup de Garou qui se retrouve soudainement gelé dans un bloc de glace. Voir Light sortir négligemment un loup capable de surpasser sans difficulté son invocation fait enfin réaliser à Garou à quel point il est foutu, mais Light lui dit que le dieu loup n'était que pour la démonstration car il aurait pu s'occuper de l'invocation de Garou tout seul s'il l'avait voulu. Pour rendre la différence de force absolument claire, Light active son écran de statut pour montrer à Garou qu'il est actuellement niveau 9999. Garou est maintenant absolument terrifié car il ne savait même pas que les niveaux pouvaient monter si haut, et il commence à penser que Light est un imposteur. Mais peu importe que ce soit le vrai Light ou non, car il va certainement le tuer vu la tournure des événements. Il jette ses armes et sa fierté et commence à supplier Light d'épargner sa vie. Il dit qu'il ne faisait que suivre les ordres de son pays et qu'il ne l'aurait jamais trahi autrement. Il lève les yeux, espérant que Light aura pitié de lui, mais avant tout cela, Light dit qu'il a quelques questions pour Garou. Premièrement, il l'interroge sur les maîtres que ses supérieurs lui ont demandé de trouver, mais Garou dit qu'il ne sait pas réellement ce que c'est. Light lui demande alors pourquoi ces mêmes supérieurs ont ordonné à Garou et aux autres de le tuer après avoir confirmé que Light n'était pas un maître, mais Garou n'a vraiment aucune information, il a juste obéi aux ordres. Light demande alors au reste des hommes bêtes s'ils savent quelque chose sur les maîtres, et ils mentent tous en disant que oui, espérant que Light les épargnera. Mais à l'instant suivant, Mei les tranche tous en morceaux pour avoir osé énoncer des mensonges devant leur Light. Light se retourne alors vers Garou et dit qu'il a une dernière question à poser, mais au cas où il penserait à mentir, il devrait savoir que l'œil du jugement de Mei peut dire s'il est honnête ou non, et il n'aimera pas ce qui se passe si elle découvre qu'il ment. Puisque l'intuition de Garou est si aiguisée, Light lui demande s'il pense qu'il serait possible de gagner une guerre contre les nations de la surface telle qu'il est maintenant. Garou hésite et déglutit, mais il finit par dire à Light que sa force incroyable lui donnerait certainement un avantage au début de la bataille, mais qu'il finirait par perdre. Il n'est toujours qu'une seule personne, donc gagner une guerre entière contre des nations qui ont d'innombrables soldats,
armes et objets à leur disposition serait pratiquement impossible. Garou pense que Light sera contrarié par la réponse qu'il vient de donner, mais Light peut dire que Garou disait la vérité, et il s'y attendait déjà. Cependant, il dit qu'il a quelque chose à montrer à Garou, alors il sort une carte de téléportation et transporte Garou et Mei jusqu'à la salle du trône. Garou se couvre la tête de peur car il ne sait pas ce que Light a prévu pour lui, mais quand il ouvre les yeux, il reste sans voix en voyant l'armée de Light dans toute sa gloire. Light marche jusqu'à son trône, et une fois là, il demande à tous ses subordonnés d'afficher leur niveau pour que Garou puisse voir à quel point ils sont puissants. Horrifié, Garou découvre que la plupart de l'armée de Light est au-dessus du niveau 5000, et même les plus faibles sont encore niveau 1500. Maintenant que Garou a vu sa véritable puissance militaire, Light lui demande s'il serait possible de gagner une guerre contre la surface avec une armée comme celle-ci, et l'expression sur son visage en dit long à Light. Maintenant qu'il a confirmé qu'il peut gagner, en récompense, Light dit qu'il va pardonner à Garou pour toute la douleur qu'il a causée à l'époque. Light dit qu'il va infliger à Garou une souffrance constante qui le fera supplier la mort, et Garou sait qu'il ne peut rien y faire car à ce stade, Light pourrait tout aussi bien être un dieu de la destruction. Le lendemain, Light retourna dans son village natal pour retrouver sa famille et l'emmener dans sa cité souterraine, mais malheureusement, à leur arrivée, il ne trouva qu'un tas de décombres et de chair en décomposition. Apparemment, le village avait été détruit environ 6 mois auparavant par des forces inconnues, et personne n'avait été épargné. Light fouilla le village à la recherche de cadavres afin de pouvoir leur offrir des funérailles dignes, et à son grand soulagement, il ne trouva aucun corps appartenant à ses frères et sœurs. Il en conclut donc qu'il devait être encore en vie quelque part. Cependant, ses parents n'eurent pas cette chance. Gold demanda à Light s'il allait bien, car cela devait être très difficile à accepter pour lui, mais il répondit qu'il allait bien. Pour l'instant, ils doivent se concentrer sur la mission qui les attend, et ils demandent donc à Gold et Nemunu de l'aider à rassembler autant d'informations que possible. Même s'ils savent désormais que leur armée est assez forte pour affronter les forces mondiales, il serait imprudent de se lancer immédiatement dans la guerre. Ils souhaitent donc en savoir plus sur la puissance de chaque nation. De plus, il est presque certain que la destruction de sa ville natale est liée au fait qu'il était soupçonné d'être un maître. Il veut donc découvrir ce qu'est un maître et pourquoi cela vaut la peine de verser autant de sang. S'il découvre qu'il s'agit simplement d'une bande de riches salauds avides de pouvoir, il jure qu'il réduira le monde en cendres et qu'il forcera les responsables à avaler ses cendres. Gold comprend pourquoi Light est si en colère, mais il lui recommande de contrôler sa rage lorsqu'ils sont en présence d'autres personnes, car l'énergie qu'il dégage pourrait tuer instantanément une personne normale. Light s'excuse pour son écart et sort un objet appelé « Masque du Fou » afin de réprimer son énergie et de cacher son identité. Il fait ensuite ses adieux aux tombes de ses parents et s'excuse de ne pas avoir pu les sauver. Lui, Nemunu et Gold s'envolent alors vers la ville de Daga, mais Nemunu est curieuse, car elle ne sait pas ce que Light compte faire une fois qu'ils seront arrivés. À ce moment-là, Gold dit à Nemunu qu'elle doit faire attention à la façon dont elle s'adresse à leur seigneur lorsqu'ils sont à la surface, et Light lui explique que le fait de l'appeler par son vrai nom alerterait les personnes derrière, Conquet. Il prévoit donc d'utiliser le nom, Dark, pendant leur mission. Nemunu dit qu'elle comprend, et quant à ce que Light prévoit de faire à Daga, il lui dit qu'il va s'inscrire comme aventurier sous le nom de Dark, et qu'à mesure qu'il gravira les échelons, il pourra recueillir de plus en plus d'informations auprès des gros bonnets de la guilde. Au bout d'un moment, Nemunu aperçoit la ville de Daga à l'horizon, et comme ils ne veulent pas attirer trop l'attention en arrivant par les airs, Light suggère d'atterrir dans la forêt et de finir le trajet à pied. Cependant, avec la magnifique armure de Gold, ils vont forcément se faire remarquer. Alors que les 3 compagnons traversent la forêt, ils tombent sur un marchand humain en train de se faire voler par un groupe de nains. Ils auraient préféré rester cachés jusqu'à leur arrivée en ville, mais l'armure de Gold est dotée d'animations scintillantes intégrées, et les bandits le remarquent immédiatement. Ils essaient alors de le voler lui aussi, mais cela ne se passe pas très bien pour eux, et les nains se retrouvent tous ligotés au milieu de la route. Les 2 humains sont extrêmement reconnaissants d'avoir été sauvés, et ils proposent à Light et aux autres de les conduire en ville en signe de gratitude. En chemin, le fils de l'homme raconte à quel point Gold est incroyable, car il n'avait jamais vu quelqu'un vaincre des nains aussi facilement auparavant. L'homme suppose qu'ils doivent être un groupe d'aventuriers célèbres, mais Light lui répond qu'ils ne sont en fait même pas encore enregistrés. L'homme est choqué d'entendre cela, mais il leur dit que s'ils veulent vraiment s'enregistrer comme aventuriers, Daga est l'endroit idéal, car c'est l'une des plus grandes guildes de la région, et elle se trouve juste à la frontière entre les royaumes des elfes, des nains et des humains. Un nombre important d'humains s'y rassemble, ce qui en fait l'une des villes les plus accueillantes pour l'humanité. Il a même réussi à y ouvrir un hôtel humain assez prospère, et il invite Light et les autres à y séjourner s'ils ont besoin d'un endroit où loger. Peu après, ils arrivent à Daga, et Light et les autres demandent à Cornell de les déposer à l'entrée de la ville, car ils veulent faire le reste du chemin à pied. Pour Gold et Nemunu, c'est la première fois qu'ils voient une ville en surface, et ils remarquent qu'il y a beaucoup de magasins qui vendent des armures et des armes, mais Light leur explique que c'est simplement parce qu'il y a beaucoup d'aventuriers ici.
Sans oublier que le royaume des nains est tout proche et que ces derniers sont spécialisés dans la forge, il est donc normal qu'ils vendent leurs produits ici. Une fois le groupe arrivé à la guilde, Némumu remarque que tous les humains semblent se disperser dès qu'une personne d'une autre race passe à proximité, et là étant déduit que les humains sont également maltraités dans la ville, même si cela n'est pas immédiatement évident. Il se dirige vers la réception pour s'inscrire et, comme d'habitude, il doit commencer au rang F. Light va donc devoir accomplir quelques quêtes pour augmenter son rang plus tard, mais avant cela, ils doivent trouver un endroit où séjourner. Light se souvient que Cornell a mentionné qu'il possédait un hôtel, alors lui et les autres décident de s'y rendre. Cornell est surpris de revoir Light et lui demande ce qu'il peut faire pour lui. Light lui répond qu'il a une demande spéciale à lui faire. Il dit à Cornell qu'il aimerait louer tout le dernier étage de ce bâtiment et que personne, pas même le personnel de Cornell, ne doit y entrer sous aucun prétexte. En guise de paiement, il pose un sac rempli de pièces d'or sur la table, et Cornell reste sans voix, ne sachant que dire. Light dit qu'il peut payer plus si cela ne suffit pas, mais Cornell lui répond que c'est déjà 10 fois plus que nécessaire. Il dit qu'il ne peut pas accepter une telle somme de la part de l'homme qui lui a sauvé la vie plus tôt, mais Light insiste, alors Cornell finit par accepter cette offre généreuse et dit qu'il préparera les chambres dès que possible. Peu après, Light et les autres montent à l'étage, et il sort quelques cartes de sortilège bloquant la perception et les jette sur la pièce pour s'assurer que personne ne pourra les écouter. Il peut enfin se détendre sans avoir à s'inquiéter que quelqu'un l'espionne, alors il tire une chaise et s'assoit pour se reposer. Pendant que Light est assis, Némumu prend la parole et lui dit que même si elle est consciente qu'il est très puissant et qu'il a choisi de devenir aventurier ici pour recueillir des informations, il y a toujours un risque qu'il soit blessé à la surface, et qu'elle pense donc qu'il serait plus sûr pour Light de retourner dans la cité souterraine et de les laisser s'occuper des choses ici tout seul. Light est quelqu'un de gentil, mais ce que Némumu vient de suggérer revient en gros à essayer de l'écarter de son propre plan de vengeance, ce qui le met extrêmement en colère, car elle dit en substance qu'elle le trouve trop incompétent pour y parvenir. Némumu se rend immédiatement compte qu'elle a fait une gaffe, alors elle supplie Light de lui pardonner son insolence, mais il est trop tard. Il semble prêt à tuer Némumu pour ce qu'elle a dit, et Gold sent que la tension monte, alors il rit et dit à Light que Némumu ne comprend tout simplement pas l'attrait de la vengeance. Il lui explique que Light veut se venger de ses propres mains, sans intermédiaire, et que c'est une noble cause à laquelle il faut tendre. En entendant les plaisanteries légères de Gold, Light se rend compte qu'il est peut-être allé trop loin, alors il se calme et s'excuse auprès de Némumu d'avoir laissé ses émotions prendre le dessus, car il sait qu'elle n'a dit cela que par souci pour sa sécurité. Mais Némumu reconnaît que c'est de sa faute si elle a dépassé les bornes avec ses commentaires, alors elle le supplie de lui permettre de lui jurer à nouveau allégeance. Light ne pense vraiment pas que ce soit nécessaire, mais il accepte quand même de la laisser faire. Némumu soulève alors doucement son pied et l'embrasse. Dans ce monde, un baiser sur le pied est la plus grande marque de respect que l'on puisse témoigner à un chef, mais Light n'a jamais vraiment apprécié cette coutume, surtout qu'il trouvait très gênant que tous ses subordonnés lui baisent les pieds les uns après les autres lorsqu'il les a convoqués pour la première fois. Même Gold reconnaît que c'est un peu bizarre, d'autant plus que Némumu semble y prendre beaucoup trop de plaisir. Le lendemain matin, Light et les autres se dirigent vers le donjon, et alors qu'ils traversent la ville, beaucoup de gens commencent à les dévisager, car Gold est plus bling bling qu'un rappeur de SoundCloud et Némumu est vraiment très joli. Quant à Light, la seule chose qu'il trouve à dire, c'est qu'il a l'air bizarre avec ce masque, mais comme cela correspond bien à son personnage sombre, cela ne le dérange pas. Il y a une longue file d'attente pour entrer dans le donjon, mais Gold remarque qu'il ne semble y avoir aucun elfe. Light lui explique que c'est parce que les elfes et les nains sont actuellement en conflit pour savoir à qui appartient ce donjon, et qu'ils ont donc tendance à s'éviter. Némumu félicite Light d'avoir toujours la réponse parfaite à toutes les questions, et il apprécie le compliment, mais il lui demande si elle a vraiment besoin de se tenir si près de lui tout le temps, car sa poitrine lui écrase l'arrière de la tête. Elle lui répond que son travail consiste à assurer sa sécurité à tout moment, et qu'elle doit donc être aussi proche que possible de lui. Avant que Light n'ait le temps de protester, il remarque que 3 personnes ont doublé la file d'attente. Le plus petit est probablement un serviteur, et le deuxième semble être quelqu'un ayant reçu un entraînement modéré, mais quant au type devant, Light peut voir que tous ses mouvements sont vifs et précis, même avec l'arme encombrante qu'il porte sur le dos. C'est sans aucun doute un combattant chevronné, et quelques-uns des autres humains ont trop peur pour l'affronter, car il risquerait d'être abattu pour avoir osé lui parler. Cependant, Light n'a pas à s'inquiéter de cela, alors il affronte l'elfe et lui dit qu'il est impoli de passer devant tout le monde comme ça. L'elfe se met en colère lorsqu'il se rend compte qu'un humain ose lui parler, alors il saisit son épée, mais l'aîné qui l'accompagne lui dit que cela ne vaut pas la peine de faire tout ce tapage pour une chose pareille, alors le guerrier accepte de retourner à la fin de la file d'attente. Cependant, en passant devant Light, il l'avertit qu'il fera en sorte qu'il regrette de lui avoir manqué de respect. Une fois l'elfe parti, les autres humains dans la file félicitent Light d'avoir tenu tête à ce tyran, et les enfants de tout à l'heure viennent le remercier personnellement, car il n'avait pas eu le courage de le faire. Light leur dit qu'il n'y a pas lieu de le remercier,
car il n'a agi que dans son propre intérêt, mais ils lui sont tout de même reconnaissants. À ce moment-là, l'un des enfants prend la parole et demande à Gold si son armure est vraiment en or, car tout le monde ici est curieux, mais avant que Gold ne puisse répondre, Némumu leur dit qu'aucune partie de l'armure de Gold n'est en réalité en or, sinon elle serait trop fragile pour offrir une quelconque protection. L'enfant s'apprête alors à demander si Gold la porte uniquement pour attirer l'attention, mais ses amis l'en empêchent, car ce serait une question impolie. Cependant, Gold explique qu'il la porte effectivement pour attirer l'attention, car il n'y a pas de meilleure couleur pour représenter l'exemple brillant qu'il donne en tant que chevalier. Les enfants demandent à Light et aux autres si c'est la première fois qu'ils se rendent dans le donjon, et Light le confirme, mais il leur demande comment ils l'ont deviné. Les enfants expliquent que cet étage est assez vaste, donc les aventuriers doivent souvent camper à l'intérieur, mais le groupe de Light n'a pas apporté de matériel de camping, ils en ont donc déduit qu'ils n'étaient jamais venus ici auparavant. À ce moment-là, le garde appelle le groupe suivant à entrer, alors les enfants disent au revoir et courent ensemble dans le donjon. Pendant ce temps, Light et les autres se demandent s'ils devraient commencer à transporter de faux bagages, car même s'ils ont tout ce dont ils ont besoin dans une boîte à objets, ils ne voudraient pas que les gens les prennent pour des débutants. Peu de temps après, c'est leur tour d'entrer dans le donjon, et c'est la première fois que Light pénètre dans un donjon autre que l'abîme. Les donjons sont remplis de mana qui devient plus puissant à mesure que l'on s'enfonce dans leur profondeur, ce qui conduit souvent à la création de monstres et de pièges. L'intérieur d'un donjon est donc pratiquement un monde à part entière. Une fois arrivé au premier étage, Light jette un sort de dissimulation sur tout le groupe afin que les ennemis ne puissent pas les repérer, puis ils s'envolent tous vers le deuxième étage. Pendant ce temps, l'elfe de tout à l'heure est occupé à passer sa colère sur un groupe d'orques, car il n'arrive pas à croire qu'un humain ait osé lui parler de cette manière. Il s'appelle Quito et prétend être un héros légendaire du royaume des elfes, avec le sang d'un maître coulant dans ses veines, ce qui lui vaut le respect. Il affirme que cela ne serait jamais arrivé si son niveau n'était pas si bas, mais Yanni lui répond qu'un niveau de 1500 est déjà bien supérieur au niveau maximum habituel pour les elfes. Quito rétorque que cela ne suffit pas, car il a besoin d'une puissance suffisante pour anéantir tous les imbéciles qui se sont moqués de lui. Yanni lui dit qu'il le comprend, car lui aussi veut se venger des idiots qui ont refusé de reconnaître ses recherches et l'ont exilé, et qu'il serait donc ravi d'utiliser ses recherches pour aider Quito à monter encore plus de niveau. Pendant ce temps, Light et les autres sont déjà arrivés au troisième étage et viennent de venir à bout d'une grande horde d'orques. Light suggère qu'ils devraient commencer à rentrer maintenant, car ils ont déjà obtenu suffisamment de preuves pour la guilde, et ce combat l'a laissé assez sale, il veut donc prendre un bain. Dès que Némumu entend cela, elle propose de laver chaque centimètre carré du corps de Light à leur retour, mais il ne répond pas. Sur le chemin du retour, Light et les autres croisent les enfants qu'ils ont rencontrés plus tôt, ils descendent donc pour les rejoindre, mais soudain, ils entendent beaucoup de bruit provenant de la forêt, et des dizaines de loups en sortent en courant. Les enfants disent à Light qu'ils doivent battre en retraite car ils ne pourront pas combattre les loups, mais Light leur répond qu'ils n'ont pas à s'inquiéter pour les loups, car une menace encore plus grande les attend, une mante géante à 4 pattes.